Mais du coup, bonjour. Donc, on a Laurence et je ne vois pas Bonjour. l'autre prénom. Je ne vois pas l'autre prénom parce que je vois Gemini est en train de prendre des notes. Sandra. Du coup, bonjour à vous. Alors oui, donc moi, c'est Harmonie. Et Jeanne m'a fait venir aujourd'hui parce qu'on a travaillé ensemble sur des projets dans le milieu de l'associatif. Et donc, c'est comme ça qu'on se connaît, en fait. Il se trouve que moi, je suis alternante là pour l'instant. Je prépare un master intervention et développement social. Donc, en gros, ce que je fais, c'est du développement de territoire. Et en même temps, pendant du coup ce master, je suis en alternance à la CAF de la Marne, donc au sein de l'action sociale. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quel côté en France vous êtes. Je suis preneuse. Haute-Loire. Ok. Et il y a le petit accent. Et... Oui, parce que je viens du sud. Ah, c'est Donc, ça. j'ai fraîchement déménagé sur la Haute-Loire. Ok. C'est pas trop déçu par le temps, ça va? Ben, on essaye de s'y faire. Et du coup, vous, Sandra, vous êtes de... Je suis dans la Sarthe, à côté du Mans. Ok, d'accord. Et ben moi, du coup, je suis à Reims. Voilà, dans la Marne, de ce fait. Du coup, le but aujourd'hui, c'était un peu de vous présenter ce qu'était en fait le médico-social, déjà. On va partir de là, ce qu'est le médico-social. Et ensuite, du coup, j'ai eu quelques questions que Jeanne m'a envoyées et je vais essayer d'y répondre. Et surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous me le dites. Si vous voulez me couper pendant que je suis en train de vous expliquer, vous n'hésitez pas, vous levez la petite main. Et comme ça, on fait un truc interactif et vous ne restez pas à me regarder là pendant 10 minutes. Si vous voulez parler, allez-y. Voilà. Donc voilà, donc le but ensemble, c'était vraiment de prendre du recul sur ces termes de médico-social qui font un peu... Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu flipper comme terme. Parce que du coup, ce qu'on entend, c'est que le médico-social, souvent, on parle d'hôpital, on parle de ce genre de choses. Et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est un entre-deux, en fait. C'est un hybride entre, on va dire, l'aide à la personne, le service à la personne, mais le soin, mais en même temps le psychologique, enfin, c'est une frontière, c'est assez flou, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui. En fait, c'est fait du coup pour les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. En fait, c'est un peu ça l'idée de base du médico-social. Et du coup, ces personnes-là, ça peut être des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, qui ont des troubles de comportement, ça peut être des personnes âgées qui vont être dépendantes, des personnes en situation de handicap, des adultes qui sont fragilisés psychiquement, ou encore des gens qui sont simplement touchés par la précarité. En gros, c'est tous ceux, du coup, qu'on va laisser de côté parce qu'il n'y a pas d'espace spécifiques qui sont faits pour eux. Et donc, le médico-social, c'est une réponse de la société justement à toutes ces vulnérabilités. En fait, là où l'hôpital, elle va viser à guérir, lui, le médico-social, il va chercher à accompagner dans la durée. Donc, on ne parle pas seulement de soins, mais on parle réellement d'un principe d'autonomie. On va parler de dignité et de lien social. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est super important comme notion à réellement assimiler parce qu'en fait, c'est un énorme enjeu. En fait, c'est créer du lien, finalement. Donc, quand une personne elle est très dépendante ou qu'elle est marginalisée, le premier risque finalement c'est l'isolement. Ça va être la perte de sa place en fait au sein de la société. Et le médico-social, lui, il est vraiment là pour éviter cette rupture. C'est un rempart contre l'exclusion en fait. Et au final, j'ai essayé de faire un peu un lien avec votre travail en tant qu'art thérapeute et je me suis dit c'est là que votre rôle en fait il prend toute sa dimension. Parce qu'en fait, vous venez pas en plus, vous venez vraiment créer enfin, je sais pas, vous venez pas, ouais, en plus des choses, en fait. Vous pouvez être vraiment acteur, en fait, au sein, justement, de ce principe de médico-social. Parce que vous participez directement à cette mission. Vous restaurez du lien, vous leur maintenez une place dans la société et, en fait, vous leur donnez une voix là où, ben, justement, ils vont avoir du mal, en fait. Et quand vous animez un atelier, quand il y a une personne du coup qui s'exprime, elle est plus seulement dépendante, malade ou handicapée, elle devient un sujet social, culturel, créateur. Et en fait, elle finit par réexister aux yeux des autres et envers elle-même. Donc le médico-social, au fond, c'est une façon pour la société de dire
on ne laisse pas les personnes au bord du chemin. Et l'art-thérapie, du coup, dans ce cadre-là, du moins à mon sens, c'est un moyen qui est un des moyens les plus puissants pour réaffirmer sa dignité et l'inclusion de chacun. Donc, généralement, quand on parle du médico-social, on pense souvent à tout ce qui est EHPAD, IME, foyer de vie, etc. Mais il faut savoir que ça va concerner aussi les centres sociaux. Alors moi, je parle beaucoup de centres sociaux parce que l'axe jeunesse, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, surtout au sein de la CAF. Et justement, je vais travailler avec les centres sociaux. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Et donc, dans les centres sociaux, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, c'est des espaces où il y a la frontière entre le soin, le social, le culturel. Et en fait, tout ça, c'est un peu flou. C'est un lieu de proximité, c'est ancré dans un quartier, on vient avec des familles, des enfants, des adultes isolés. Et en fait, dans cet endroit-là, on vient chercher un soutien qui soit scolaire, on vient chercher de l'aide administrative, on vient faire des ateliers collectifs, des grands moments de rencontre. Et donc, l'objectif, c'est pas seulement de répondre à leurs besoins matériels, c'est de créer du lien social et d'éviter que les gens s'isolent encore plus. J'ai essayé de réfléchir à un exemple qui pouvait me venir et j'ai pris celui d'une maman qui va fréquenter un centre social régulièrement parce qu'en fait, elle se sent seule. Elle n'a pas de réseau familial, elle va vivre dans une précarité financière assez conséquente. Et en fait, si elle vient, c'est pas seulement pour qu'on l'aide à remplir un dossier ou alors juste pour déposer son fils et qu'on s'en occupe. En fait, elle vient chercher une espèce de reconnaissance sociale. C'est un endroit où, au final, elle peut être une personne à part entière et où elle n'est pas seulement réduite à ses problèmes. Et encore une fois, je trouve que c'est des ateliers d'art-thérapie qui également peuvent prendre tout son sens en fait dans ce genre de choses. Parce que en fait, ce qui est intéressant dans le principe du centre social, c'est que l'art, c'est pas perçu comme un luxe, c'est perçu comme un outil de lien. Et ça, c'est hyper intéressant parce que les gens, ils ont tendance à s'imaginer que l'art, tout de suite, c'est quelque chose de cher, c'est pas palpable pour eux, en fait, ça n'a pas de sens. Et au sein d'un centre social, c'est pas du tout le lien. Donc, en fait, quand cette maman, elle participe à un atelier créatif avec d'autres personnes, elle sort de son isolement, elle sort de son quotidien. Donc, c'est plus seulement, on va dire, une mère en galère pour caricaturer un peu le truc. Elle devient une personne qui crée, qui va partager et qui va avoir une place au final dans un collectif. Et pour les enfants, c'est pareil. Certains qui vont être catalogués à l'école comme en échec ou alors qui vont être turbulents, dans un atelier, ils montrent une autre facette, en fait. C'est là, le groupe, il le reconnaît, il va le valoriser et en fait, ça leur change leur image d'eux-mêmes et ça change aussi l'image que les autres, ils vont pouvoir porter sur eux. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un parallèle par rapport à ça. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si vous trouvez que le lien, il n'est pas... Voilà. Parce que bon, c'est votre boulot, après tout. Pourquoi c'est important pour aujourd'hui de faire un lien avec le médico-social à travers votre travail? C'est parce qu'en fait, en ce moment, de plus en plus, il y a des enjeux qui sont très élevés, que ce soit au niveau de la précarité sociale, donc de ce que je viens de vous dire par rapport aux centres sociaux. On va avoir un énorme vieillissement de la population. Et ça devient un énorme enjeu social. Il y a de plus en plus de personnes âgées et surtout de plus en plus de personnes âgées dépendantes. On va avoir l'inclusion du coup des personnes handicapées parce qu'on est sorti un peu de ce principe de se dire bah voilà, la personne elle est handicapée, donc on va aller l'enfermer quelque part et juste on va la soigner et basta. Non. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient dans une vie active, qu'ils deviennent acteurs et qu'ils soient des citoyens à part entière malgré leur handicap. Et on a également la santé mentale qui prend une énorme place, surtout après la crise sanitaire. Il y a eu énormément d'isolement, il y a eu beaucoup de dépression et il y a un taux d'anxiété qui explose. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été autant visible. Et c'est super intéressant et c'est pour ça que tous ces défis, en fait, ils sont, à mon sens, encore une fois, ils sont directement liés à vos pratiques. Et c'est aussi pour ça, voilà, que je voulais vous en parler parce qu'en fait, je me suis dit que vos ateliers, ce n'étaient pas des simples moments d'expression qui allaient être individuels. En fait, pour moi, c'est des actes sociaux, de véritables actes sociaux. C'est des ateliers, les choses que vous allez proposer qui participent du coup à la transformation du regard collectif sur la vulnérabilité. Et c'est en ça que je trouve que vous êtes des acteurs du médico-social. Voilà, c'est la petite présentation que je voulais vous faire au début. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Non? Pas de question, mais ça donne envie, Wendy. Ça donne Bah, envie je vous de... ai embarqué. Demain, vous allez dans un centre social. Alors, du coup, par rapport aux questions que j'ai reçues, j'avais vu une question qui relevait plus de la légitimité. Et en fait, je la trouvais hyper intéressante. Donc, je me suis dit que j'allais l'aborder directement. C'était comment, du coup, dans le secteur du médico-social, on percevait l'art-thérapie. En fait, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, suite à cette question, je l'ai posée autour de moi et je l'ai posée à des amis qui sont dans le domaine, du coup, plus médical que moi, vu que moi, je fais plus de social. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que, bah, effectivement, parfois, elle est mal connue et elle est mal comprise. Mais en fait, une fois qu'elle est réellement comprise, ça devient réellement un outil. Et c'est ça, en fait, le souci, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas encore assez. Et en vrai, vraiment, c'est un vrai problème parce que je discutais avec une amie à moi qui est donc dans le médical, enfin dans le médico-social, mais elle, du coup, elle est au niveau des papillons blancs, donc elle travaille avec des personnes en situation de handicap. Et eux, ils ont une art thérapeute qui vient régulièrement, en fait, voilà, l'institution a pris contact avec elle et elle revient régulièrement faire des ateliers. Et en fait, elle fait des ateliers du coup à destination des résidents, donc qui sont sur place, et à destination des professionnels. Et en fait, à partir de là, ils se sont rendus compte que ouais, c'était un vrai plus. Et que ça pouvait vraiment redonner une voix à toutes les personnes, comme je vous l'ai dit au début, et que ça pouvait réellement créer du lien, et créer du lien entre les personnes eux-mêmes, entre les professionnels et entre les deux. Parce que du coup, elle fait des activités avec les deux ensemble. Mais voilà, mais effectivement, on ne va pas se mentir, ça demande un énorme effort pédagogique. Parce que du coup, il faut vraiment montrer ce que c'est l'art-thérapie et montrer que ce n'est pas juste une animation, mais que c'est réellement une démarche professionnelle avec une visée thérapeutique et sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement important. Et du coup, je pense qu'il y a une façon de le mettre en avant, c'est de montrer l'impact de vos interventions. C'est pas seulement dire, bah ouais, ça s'est bien passé. En fait, il faut vraiment que après toutes les interventions que vous ayez pu faire, toutes les choses que vous ayez mis en place, vous puissiez relier vos résultats aux objectifs du coup des structures que vous allez vouloir toucher. Par exemple, je ne sais pas moi, au niveau de l'inclusion sociale, on va dire que cet atelier, il a permis à des personnes isolées de retrouver un collectif. Au niveau de l'autonomie, on va dire que certains participants, ils ont pris des initiatives nouvelles. Au niveau de la dignité, on va dire que les familles et les équipes, elles voient autrement les usagers. En fait, à chaque fois, il faut vous documenter par rapport aux effets que la structure, elle va attendre du coup direct derrière vos ateliers. Donc en fait, ça va passer donc par ça, par des observations, par faire un petit bilan, prendre certains témoignages et bien évidemment renforcer un peu vos connaissances professionnelles sur les structures où vous allez. Mais il faut vraiment insister sur le fait que voilà, enfin, vous animez par loisir, vous proposez quelque chose de thérapeutique et que l'objectif c'est la santé, la santé physique, sociale et que c'est pas une production artistique. À mon sens, c'est vraiment important. Le bilan, c'est vraiment une chose, il faut vraiment le remettre en avant parce que sinon, ils ne vont pas comprendre la démarche. Après, j'ai vu une question par rapport au fait de travailler sur les structures et au niveau des financements. Du coup, c'était déjà comment rentrer dans le secteur, il me semble, et comment les financements, comment se faire payer par rapport à ça. Il me semble que c'était ça la question de base. Alors, il y avait le principe du coup de faire un financement seul en tant qu'indépendant. Franchement, je vous le déconseille. Ça est extrêmement compliqué. Vous risquez d'avoir accès qu'aux petits dispositifs, donc aux micro-subventions locales, avec des financements qui vont être ponctuels. Et honnêtement, ça va être hyper compliqué. La plupart des financeurs, ils préfèrent soutenir des projets qui sont portés par des structures, donc que ce soit des centres sociaux, des associations médico-sociales ou des grandes fédérations. Donc le plus stratégique, c'est vraiment de co-construire un projet avec une structure du coup qui est déjà existante. Le principe, c'est qu'il faut que vous proposiez l'idée. La structure, elle va porter du coup le dossier qu'elle va co-créer avec vous. Et donc, vous allez être rémunéré dans le cadre de ce projet. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'un partenariat. Et pour ce faire, vous pouvez contacter du coup directement les directions si vous avez un projet précis.
bien sûr, vous vous renseignez auprès de la structure. Ça peut être sur de l'inclusion, de l'autonomie ou du lien social. Et surtout, du coup, je fais un parallèle avec une autre question qui m'a été posée, qui était hyper intéressante. Il faut parler leur langage. Il y a des termes à utiliser et c'est super important. Par exemple, quand vous allez monter votre dossier, vous allez leur placer les termes prévention, les termes participation sociale, les termes qualité de vie. Et le plus simple, ça va être de contacter des antennes locales. Allez pas, passez pas par le national, ils sont trop loin du terrain, soit ils vont pas vous répondre, soit ils vont dire bah voyez autour de chez vous. Donc il faut vraiment que vous alliez prospecter vous-même autour de chez vous. Et donc au niveau du langage, on va par exemple avoir comme financeur l'ARS. Eux, du coup, ils vont être plus sur la santé, le bien-être physique, la prévention, l'autonomie. C'est vraiment ce genre de mots qu'il faut placer dans vos projets. Ensuite, du coup, vous allez avoir, par exemple, la DRAC. Ça, c'est tout ce qui va plus toucher au culturel. Donc La là, DRAC, ouais, la DRAC. C'est la La DRAC. direction. Ouais, la DRAC. Mhm. DRAC, du coup. Donc là, on va plus être dans le culturel. Donc là, il va falloir placer des mots comme création, médiation culturelle, accès à la culture, innovation artistique. Voilà. Ensuite, on va avoir la CAF, du coup. Là, il va falloir placer des choses au niveau du lien social, au niveau de la parentalité, de la jeunesse, du vivre ensemble ou encore de la mixité. Et si vous allez du coup au niveau des fondations, parce qu'en soi c'est possible, là vous allez être plus du côté de l'inclusion, de la solidarité et de la lutte contre l'isolement. En fait, l'idée c'est vraiment de parler la langue du financeur. Si vous voulez, vous pourrez faire la demande à Jeanne si vous avez besoin du coup des mots-clés comme ça, et moi je vous les renverrai. Il n'y a aucun souci. Mais il faut vraiment parler leur langage parce qu'en fait, sinon, encore une fois, ils ne vont pas comprendre ce que vous venez faire là. C'est dommage, hein, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme question? Ah oui, au niveau de la demande de financement, est-ce qu'il va solliciter la totalité sur un seul organisme ou plusieurs petites sommes? En pratique, je vous dirais de diversifier. Parce que si vous demandez à un seul organisme, ça veut dire que vous êtes dépendant d'un seul et unique financeur. Et que si il vous dit OK et que dans 3 mois, il se rend compte qu'il n'a pas les fonds, bah juste, vous n'êtes pas payé. Donc, en pratique, il vaut mieux diversifier. En fait, vous allez vous répartir sur plusieurs financeurs, mais par contre, vous allez sécuriser votre projet en demandant une grosse somme à un financeur et ensuite des petites sommes à plusieurs autres. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en plus, le financeur principal, les financeurs, ils vont avoir plus de confiance s'ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui vous suivent dedans, parce qu'ils ont l'habitude de travailler entre eux. La région, elle a l'habitude de travailler avec la CAF, par exemple, qui a l'habitude de travailler avec les politiques de la ville. Et moi, je le vois dans mes dossiers, si la politique de la ville suit, nous, en financement, derrière, on suit. Et vice-versa. Donc, ils ont tous l'habitude de bosser ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de multiplier les demandes de financement. Mais ça, c'est pareil, encore une fois, c'est quelque chose qui sera plus simple pour vous si vous raccrochez une structure. Parce que les structures, elles ont l'habitude de monter des dossiers et de faire des demandes de projets et de financement. Qu'y avait-il d'autre comme question? N'hésitez pas si vous en avez d'autres en chemin. Des financements possibles, c'était ça pour les structures publiques, il me semble. Il n'y avait pas un truc comme ça? Je ne sais plus. Je vais vérifier, mais est-ce que Laurence et Sandra, du coup, vous serez sur le replay si vous partagez ça, mais est-ce que ça vous évoque, vous, quelque chose en lien avec des projets que vous pourriez avoir? Sinon, je te donne un projet que j'ai dans la tête imaginaire. Vas-y. Comme ça, tu vois, pour qu'il y ait une réponse par rapport à un projet. Un truc un peu plus... Je ne sais pas si les filles, si vous avez un truc qui vous vient en tête. Alors, moi, en tant que libérale, je travaille avec une association. Depuis 3 ans, on porte un projet sur l'épuisement professionnel qui est subventionné par la CPAM.
le financement de la CPM devient trop court, donc on est en recherche de d'autres financements. Et là, ce que j'entends, c'est que le fait qu'on ait cet appui de la CPAM, finalement, ça veut dire qu'on a plus facile à aller chercher d'autres financeurs parce qu'ils vont suivre ce que la CPM a déjà porté depuis 3 ans, en fait. Ouais, c'est possible. Après, là, en vue du coup de ton projet épuisement pro, c'est pareil, hein, vous pouvez passer par l'ARS, par exemple. Je ne sais pas si Alors, vous avez déjà fait la demande. on n'a pas encore fait la demande. Le problème de l'ARS, c'est qu'ils ont quand même un peu la fâcheuse tendance, dès qu'ils ont le mot art-thérapie, ils ferment tout, en fait. Ouais. D'où, Il du faut coup, passer vraiment. par des médiations artistiques ou il Ouais. faut utiliser d'autres mots parce que l'ARS, ils sont vraiment très, très frileux sur l'art-thérapie. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais vraiment les mots-clés. En fait, c'est vraiment trouver quel mot-clé peut entendre l'ARS. Parce qu'effectivement, peut-être que l'art-thérapie, pour l'instant, ça ne leur parle pas encore. Donc, il faut vraiment trouver les bons mots. Il faudrait, par exemple, que vous alliez regarder sur le site de l'ARS quels projets ils ont potentiellement financés, voir un peu c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs directives, c'est quoi ce genre de, enfin voilà, ce qu'ils mettent en place, et piocher des mots qui pour vous vont avoir un sens par rapport à votre projet et que vous allez pouvoir réutiliser. Parce que si vous utilisez les mêmes mots qu'eux, vous utilisez le même langage et du coup vous allez mieux vous comprendre, je pense. Après, il y a les fonds européens aussi qui sont possibles d'être utilisés. Je ne sais pas si c'est une petite ou une grosse asso. Non, on est une toute petite association. On a un bureau de 5 membres. On existe depuis à peine 4 ans. On est une toute petite association. Mais on est un collectif de professionnels du médico-social. Bah après, si ça fait 4 ans, vous êtes éligible aux fonds européens et ça peut être intéressant. Ok. Laurence, parce que Laurence, du coup, est en association avec une art-thérapeute, mais Laurence n'est pas art-thérapeute. Mais tu utilises quand même des outils créatifs. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu peux utiliser les propos d'harmonie et les mettre sur ce que vous créez pour voir si ça peut t'éclairer? Oui, ça peut être fait par rapport à Nathalie, surtout qui est art-thérapeute, je pense. Parce que moi, je fais un peu de développement personnel, je fais un peu de collage, mais je ne suis pas art-thérapeute. Après, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais dans ton association? Par rapport à l'association, il y a peut-être quelque chose à faire pour Nathalie pour arriver à développer. Moi, je pense que c'est pas que pour Nathalie, parce que ça se colle aussi avec. Quand j'ai travaillé dans un centre social, pas en tant qu'art-thérapeute, avant d'être art-thérapeute, et il y avait différentes intervenantes, et c'était presque des femmes. Mais tu vois, il y avait par exemple une coach de vie, quelque chose comme ça, qui venait. Il y avait une esthéticienne, mais socio-esthéticienne. Enfin, il n'y avait pas encore d'art-thérapie. Moi, j'arrivais j'ai découvert ça là-bas. Il y a eu un moment, mais voilà. Bref, il n'y a pas que de l'art-thérapie, mais les demandes de financement, de subventions, de tout ce que tu dis harmonie, ça se colle à n'importe quel profil au final. Mais du coup, est-ce qu'une petite association, nous on est une petite association toute récente avec un petit bureau, 3 personnes, voilà. Est-ce qu'on a la taille pour se confronter à des grands organismes comme ça? Bien sûr, pourquoi pas? Je sais pas, je demande. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on retombe vraiment dans l'histoire du coup de la légitimité. Et en fait, il y a aucun souci. C'est pas parce que vous êtes une asso de 4 ou de 5 ou que vous êtes une asso de 300 que ça va faire une réelle différence. En fait, ce qui les intéresse, c'est le projet, pas la taille de votre association. Très clairement, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce que vous allez leur proposer parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est développer des choses. Ils veulent voir, je ne sais pas si tu as un exemple concret à me donner de ce que vous proposez, mais en fait, ce qu'ils attendent, c'est l'impact, le nombre que vous êtes pour le faire. Et en plus, pour être tout à fait honnête, quand tu vois maintenant les énormes machineries associatives, ça devient de plus en plus compliqué en tant que financeur de travailler avec une grosse association. Parce qu'en fait, il faut que tu passes par c'est de l'administration. Donc, tu vas passer par
1, 2, 3, 4 personnes. Alors que dans une petite asso, c'est du direct. Mhm. Donc en plus, il y a ce contact humain qu'il n'y a plus dans les grosses assos. Mhm. Dans la complémentarité, Laurent, que tu as, il y a des choses à faire dans les centres sociaux en complémentarité. Alors, je ne sais plus, tu es sur de la sophro ou du yoga, je ne sais plus, c'est ça? Non, moi, je fais des soins énergétiques. Ouais. Mais Donc, ce sont déjà, des la espaces RS, de répit aussi. Ça peut être aussi un espace de répit pour effectivement une partie de la population et leur permettre de trouver du souffle pour aller vers d'autres choses en Car sortant de précarité ou autre, en fait. Mhm. ça Après, pourrait au niveau- carrément totalement rentrer dans, par exemple, dans un centre social, ça pourrait totalement rentrer dans le thème du répit parental, par exemple. Mmh. Et ça va être des choses qui vont être finançables par la CAF parce que tu as un volet parentalité. Mhm. En fait, finalement, si je comprends bien, et on avait cette question de Charlotte, je crois, qui disait les mots-clés en fonction des fonds sollicités, c'est un peu ça le Ouais, secret. ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parler le même langage que les structures. Parce que sinon, c'est vraiment ça. Elles ne comprennent pas parce que, et je m'en rends compte, hein, parce que voilà, quand j'ai repris le monde du médico-social et que j'ai vu tous les sigles et tous les dispositifs et tous les mots, et je comprends, je comprends. Mais c'est des termes qu'ils utilisent et on les voit de plus en plus, comme par exemple le terme aller vers, le terme hors les murs. Et pour le commun des mortels, ça veut dire que dalle. Et pourtant, c'est des mots qui, du coup, sont subventionnables. C'est, voilà. La logique. Ouais, Mais après, il y a des mots compliqués comme plein d'autres sujets. c'est ça. Ouais, mais c'est en fait c'est ça qui je trouve aussi très, enfin c'est marrant parce que tu as fait un lien avec le monde de l'art qui est plus mon monde, même celui de la santé mentale directement, avec des théories qui vont être expliquées par A plus B de manière très complexe. Un livre d'art, c'est illisible pour une personne enfin le premier livre d'art que tu lis, c'est incompréhensible, hein, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, c'est horrible parce que c'est pas accessible. C'est pas du Ouais, tout accessible. Et de plus en plus, c'est vulgarisé. Mais vraiment, à l'époque, quand je faisais mes études, je me disais, mais c'est vraiment pas accessible aux commun des mortels. Et là, c'est ce qu'ils font aussi, en fait, c'est rendre les choses un peu plus oui, compliquées, un poil moins accessibles, pour une espèce de présélection et parler que à ceux qui connaissent les mots, quoi. c'est ça, exactement. Bah oui, oui, non, mais c'est ça, hein, totalement. Hein. Et ça a un côté, enfin, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Et puis, il y a aussi ce truc de langage qui devient un peu. L'aller vers, maintenant, ça fait quand même quelques années que c'est utilisé, mais en fait, du coup, maintenant, ça veut tout et rien dire, quoi. Mm. Enfin, en fait, ça n'a plus de sens. C'est l'aller vers, ça n'a plus de sens. Tout ça pour aller chercher les jeunes, aller chercher les gens à l'extérieur, pour du coup aller travailler avec eux à l'extérieur. Oui. Mais alors, du coup, maintenant, le fait d'aller dans la rue avec un animateur de rue pour discuter, ils appellent ça de l'aller vers. Mais Ouais. dans la définition de base, c'était pas ça. En fait, c'est ça, plus le temps passe et plus ça se complexifie et plus on t'invente des mots, quoi. Mais c'est des mots, du coup, qu'il faut savoir pour être financé. Donc, en gros, si on veut faire une structure, pas en tant qu'association, enfin, du coup, ou en tant qu'association ou en tant qu'indépendant, parce que pour tout le monde, et qu'ils nous disent donc OK, pourquoi pas, on est intéressé. Là, c'est au travail du thérapeute de vulgariser et d'expliquer correctement ce qu'il peut apporter Mhm. à la structure. Admettons que la structure soit intéressée, mais finalement disent mais on n'a pas d'argent, puisque je pense que c'est quelque chose qui peut arriver souvent. À ce moment-là, toi, tu recommanderais au thérapeute de dire peut-être qu'on peut discuter ensemble pour monter un projet ou pour me faire rentrer dans un projet pour réussir à avoir des financements. Ouais, c'est ça, totalement. Ouais, c'est possible de faire ça. Et là, C'est on en possible de faire ça. Ouais. C'est possible aussi, surtout, de cibler un public. C'est plus simple à partir du moment où vous ciblez un public. Si vous décidez de faire un atelier, je ne sais pas moi, pour les enfants, vous ciblez pour les enfants. Si vous voulez faire un atelier pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Pour les parents, c'est pour les parents. Et en fait, si vous mettez, et ça, là pour le coup, on est sur des mots simples, il n'y a rien de. Voilà.
C'est vraiment si vous ciblez comme ça, eux vont pouvoir se dire « Ah mais ouais, mon financeur, lui, je sais qu'il finance au niveau des parents. Je sais qu'il finance au niveau des jeunes. » En fait, c'est délimiter. Alors, effectivement, vulgariser le truc, mais également délimiter votre action et pas partir du coup dans tous les sens en disant bah, je veux faire plein de trucs avec plein de monde. Parce que pour vous, dans votre tête, ça va être clair. Vous savez ce que vous voulez faire. Mais pour lui, non, ça l'est pas. En fait, c'est ça le truc. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que il y a qu'à voir sur les réseaux, mais que ce soit dans la communauté ou la formation, je passe mon temps à dire ça, à tout le monde, de se spécialiser. Parce qu'au même titre que là, si vous êtes spécialisé, vous accompagnerez mieux déjà pour commencer et ça, on ne pourra pas me retirer cette pensée. On ne peut pas accompagner tout le monde. On ne peut pas être spécialisé dans les personnes porteurs de handicap et les enfants et les couples. Non, pas du tout, c'est complètement faux. Et ensuite, en fait, si vous êtes dans une ville, vous vous développez en présentiel, si vous êtes connu pour une spécialité, vous allez vous faire connaître auprès de toutes les structures sociales, les structures médicales, si c'est un public qui est dans le médical, les autres thérapeutes, etc., etc. Vraiment, faites-vous connaître dans votre ville. Et en fait, s'il y a un projet, au bout de 2-3 ans, comme là, je vous le disais, c'est ce qui m'arrive ici, c'est les gens qui vont venir vous chercher. C'est une structure sociale qui est venue me chercher là parce que j'ai pas fait le rendez-vous, mais je suis convaincue que s'ils viennent me chercher et vu comment ils me parlent, c'est qu'ils ont déjà les financements et qu'en fait, ils cherchent une art thérapeute. Mais parce qu'ils savent que moi, je travaille avec des femmes dans le social. Et du coup, c'est pour ça qu'ils viennent me chercher, pas pour autre chose. Donc, c'est vraiment très important parce que je sais que dans la commune aussi, il y a des personnes qui cherchent à se développer davantage, de se spécialiser et de vraiment rester focus sur ça. Voilà, une petite piqûre de rappel je répète tout le temps et ça me fait plaisir que aussi, de ton point de vue qui travaille du coup avec des financeurs, en fait, c'est la même chose, quoi. Ouais, je suis d'accord parce qu'en plus, on a vraiment ce passage de relais où on travaille souvent entre financeurs entre nous. Pas forcément, on se retrouve pas forcément juste pour donner de l'argent à des gens, hein, on fait d'autres choses quand même. Mais du coup, quand on se retrouve, on a quand même ce truc où bah, on discute entre nous. Bah, et toi, il y a quoi en ce moment? Il se passe quoi? Genre moi, par exemple, donc du coup là, je suis située sur Reims. Je vais aller par exemple travailler sur Épernay. Quand on va se retrouver, et ben du coup, on va discuter entre nous. Ah, bah, il se passe quoi toi en ce moment sur Épernay? Bah toi sur Reims, machin. Et en fait, si je vais lui dire, bah voilà, écoute, moi là j'ai un projet, machin, j'ai vu le centre social, ils veulent développer ça. Et ben lui, du coup, derrière, il va me dire, ah mais attends, mais moi je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé, il est vachement bien, bah vas-y, je te l'envoie. En fait, ça marche vraiment par bouche à oreille parce qu'on discute vraiment tout entre nous. Mais ça, il y a vraiment ce truc où, comme Jeanne le disait, la spécialisation fait tout. Parce que si on fait tout et plein de choses à la fois, ben, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais on finit par faire n'importe quoi parce qu'on est dans trop de choses. Et le fait d'être vraiment spécialisé dans un truc va vraiment faire qu'on va vous rappeler pour ça. Et ça, c'est vraiment vrai. Mais je le vois vraiment du côté des financeurs, c'est vraiment ça. Tous ceux qui sont spécialisés dans un truc, on les rappelle. Parce qu'on sait que ça a fonctionné, on sait qu'ils sont bons là-dedans, et du coup, on ne se prend même pas la tête à chercher. Oui, parce que et là, tu mets le point sur on se prend pas la tête à chercher. Et en fait, ce qu'on m'a dit directement quand j'ai travaillé, en tant qu'art thérapeute dans des structures sociales, les éducs, en gros, ce qu'ils m'ont vite témoigné, c'est et plusieurs fois, en fait, on n'a pas le temps. Ouais, c'est On n'a ça. pas le temps de lire un mail, où on vient nous démarcher. On n'a pas le temps de lire parce qu'en fait, il y avait, des personnes qui leur envoyaient des dossiers, vraiment des gros dossiers pour travailler avec eux dans la structure, mais sans même être venus ou alors ils se pointent avec un dossier de 10 pages et en fait, ils disaient: «Mais on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps» et c'est en ça aussi où si vous êtes déjà reconnu dans votre ville par rapport au sujet, limite, quelqu'un pourrait être venu déposer quelque chose que peut-être qu'ils vont se dire: «Oh attends, il y a aussi, une personne avec qui je collabore qui m'a parlé d'une personne qui ça» et ils vont pas lire le dossier, ils vont plutôt aller voir au bouche à oreille. Donc c'est pour ça, vraiment, Ah, mais oui, totalement. Et puis en plus, il faut savoir que les centres sociaux, en ce moment, ils sont dans une période un peu compliquée parce que c'est de plus en plus galère à pouvoir recruter des animateurs. Pas d'une question financière, hein, mais parce qu'en fait, il y a moins en moins de gens qui ont envie de faire ça comme boulot. Donc, ça veut dire que les gens qui sont encore en place et les directeurs, et ben, en fait, à la semaine, ils font du 50 heures et franchement, non, ils n'ont pas le temps de lire des pavés, comme disait Jeanne. Du coup, moi, réellement, c'est un truc que je vous conseille. Comme je vous disais tout à l'heure, ne passez pas par le national. Regardez directement au local autour de vous.
Spécialisez-vous dans une thématique qui vous tient à cœur, vraiment quelque chose qui vous porte, parce que ça, c'est super intéressant. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Si la thématique, elle ne vous porte pas et qu'elle ne vous plaît pas, franchement, y allez pas. Parce qu'en plus, rien que, je reprends l'exemple du centre social, mais c'est des publics qui sont quand même, c'est pas facile, hein, on va pas se mentir. C'est pas facile, c'est des publics qui sont vulnérables et il y en a d'autres, hein, on est d'accord, mais là, voilà, je prends cet exemple-là. Donc, spécialisez-vous dans quelque chose, renseignez-vous sur le centre social, voyez les projets qu'il a déjà mis en place, parce que ça, vous pouvez le voir sur Internet, les projets qui ont été mis. D'ailleurs, je peux vous donner il y a un site Internet qui s'appelle Senacs. Donc, c'est Senacs. Et donc, du coup, vous pouvez aller dessus et vous pouvez donc localiser les maisons de quartier. Et donc, vous allez pouvoir voir les axes sur lesquels ils travaillent. Parce qu'un centre social, ça travaille sur un projet social, donc il va établir du coup pendant plusieurs années. Et donc, il a des axes de direction. Donc, en fait, ces projets, il va les faire en fonction de ces axes de direction. Donc, regardez ça, regardez ce qui a été mis en place. Il y a certaines villes où ils vont vraiment avoir mis le pourcentage de dispositifs qu'ils vont avoir mis en place, par exemple sur la parentalité ou sur la jeunesse ou sur un autre sujet. Créez votre projet en fonction de ça. Et quand vous arrivez et que vous demandez votre rendez-vous, vous pouvez leur dire, bon, bah voilà, donc moi je suis art thérapeute, je peux vous proposer un sujet là-dessus, mais pas sur ce que vous allez proposer, sur les objectifs que lui veut atteindre. Par exemple, si lui, son objectif, c'est de se dire, bah écoute, moi en fait, j'arrive pas à choper j'arrive pas à choper les mamans qui sont monoparentales. Voilà, mon sujet, c'est ça. J'arrive pas à les attraper, ou si je les attrape, bah, elles restent pas parce qu'en fait, ce que je fais, ça l'intéresse pas. Et ben vous pouvez arriver avec votre projet en disant, bah voilà, moi, ce que j'ai à proposer là aujourd'hui, c'est un travail sur les mères monoparentales. Je voudrais travailler là-dessus, je voudrais développer ça avec elles parce que ça va leur apporter ça, ça, ça et ça. Et là, il va prendre le temps de vous écouter parce qu'en fait, ça va répondre à sa problématique. Et en fait, vous arrivez comme un cadeau. C'est-à-dire que du coup, il n'a pas besoin de chercher, vous arrivez, vous êtes une solution. Donc là, il va vraiment prendre le temps de vous écouter et de voir avec vous et de vous recontacter parce que peut-être qu'il ne va pas avoir le temps de vous parler tout de suite. Mais si vous lui apportez la solution, forcément, il va revenir vers vous. J'ai l'impression de vous avoir niqué le moral. Hein. Pardon. Non, j'entends, moi, tout ce que tu dis. Par contre, il y a quand même, je vais être un peu défaitiste quand même, parce que moi, ça fait très longtemps que je travaille avec les centres sociaux. Et à côté de chez moi, j'ai un centre social, mais c'est bénévolat, bénévolat, bénévolat. Ils veulent tous des bénévoles, ils veulent que du bénévolat. Et ils comprennent pas que nous, même en tant qu'association, bah, il y a des prestataires à rémunérer, en fait. Et que du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de financement possible, ou si on n'a pas déjà des subventions avec des projets où on cherche finalement juste un lieu pour faire une presta. Voilà. Et après, alors c'est très, comment je veux dire, ça dépend vraiment de la direction du centre social, parce que moi, dans mon secteur, j'ai 4 centres sociaux. Il y en a 3 qui travaillent ensemble et du coup, c'est bénévolat à fond. Et il y en a un que je travaille régulièrement pour eux, il n'y a pas de problème, ils lèvent des financements et ils y vont, quoi. Donc, il y a aussi ça en fonction des centres sociaux. Ils ne sont pas tous dans la même veine, j'ai envie de dire, pour porter les projets et les financer. Ils travaillent du coup vraiment de manière sectaire, en fait. Ils travaillent les 3 ensemble. Ouais. Et c'est quoi? C'est des associations? Non, en fait, c'est des centres sociaux qui sont portés par des associations, mais en fait, c'est des centres sociaux qui existaient déjà il y a longtemps. Et avec la fusion des communautés de communes, en fait, on s'est retrouvé avec 3 centres sociaux sur la même Comcom, alors qu'en fait, avant, ils étaient chacun sur une Comcom différente. Et le choix a été fait de maintenir les 3, ce qui fait qu'il y en a un qui s'occupe plutôt de l'enfance, il y en a un qui s'occupe plutôt des ados, il y en a un, on ne sait pas trop ce qu'il fait entre les deux, mais ils ne font que des appels à bénévolat, en fait. Ok, mais du coup, ils font jamais de demande de financement, ils font rien d'autre chose que du bénévolat. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre leur bilan. Je suis allée aux AG et compagnie, j'arrive pas à comprendre les budgets, parce que du coup, je sais pas où passe l'argent, en fait. Ok, ça. Voilà.
pas de problème, ça, par contre. Oui. Ça, mais du coup, finalement, est-ce vraiment une bonne idée d'aller travailler chez des gens où tu ne sais pas où va leur argent quand tu regardes le Ah bilan ben, comptable? je les démarche plus, en fait. Enfin, je travaille avec les autres. Mais Tout ça ceux-là, va, c'est pas trop. mais je trouve que c'est très dommage parce que la population, elle peut pas profiter de ces actions que tu as nommées, hein, sur le médico-social et en tant qu'éduc, je ne peux pas être, je peux pas me mettre en faux sur ça. Donc voilà et c'est dommage pour la population locale. Mais bon, c'est un autre sujet, effectivement. On est d'accord, c'est dommage. Oui, Laurence. Oui, je voulais savoir quel était le délai entre je demande ma subvention est acceptée et je perçois ma subvention. Parce que moi, j'ai une expérience là-dessus de délai pour percevoir la subvention, 18 mois. Sur autre chose, hein, sur un atelier chantier d'insertion. Donc, sur ce type de projet, qu'en est-il? Ça va dépendre. Alors, franchement, je ne peux pas te donner de réponse précise parce que vraiment, ça va dépendre de tes financeurs. Tu vois, par exemple, la CAF, quand elle va faire une ouverture d'appel à projet, l'appel à projet, je sais pas, par exemple, il va ouvrir au mois d'octobre. On va clôturer l'appel à projet au mois de janvier. On va commencer à faire passer du coup les premiers projets en commission, donc pour que ce soit accepté ou non. Et donc, à partir de là, normalement, le jour de commission, on a la réponse. Donc, en fait, au plus tôt le dossier il est posé, normalement, au plus tôt tu es payé. Après, tu ne seras jamais payé dans le mois même. C'est impossible. Ça, c'est tu as forcément un délai de 2 à 3 mois pour, par exemple, un premier versement. Parce que généralement, c'est comme ça que ça fonctionne sur les financements. Tu as le premier versement. Une fois que l'action il est passé, tu as 3 mois pour envoyer un bilan de ton action. Et une fois qu'il y a réception du bilan de l'action, là, il y a versement du reste de la somme. Et ça, vraiment, ça va vraiment dépendre de tes financeurs et de leur organisation. Je ne peux pas te donner de délai. Et j'ai une question en tête d'une personne qui n'est pas là, mais du coup, enfin, je suis sûre qu'elle aurait posé cette question. En gros, le projet, l'idée, ce serait de... Je ne sais pas si c'est dans ton domaine de connaissance. L'idée, c'était de... Ils sont 2 à avoir ce projet, mais il y en a un à Bruxelles et un en France. Donc, c'est pas grave pour Bruxelles, je pense pas qu'on ait toutes les infos, mais l'idée, c'est d'intégrer l'art-thérapie dans les musées. C'est quelque chose qui se fait déjà à Lille et j'imagine dans certaines grandes villes. Mais ça se fait pas dans tous les musées et du coup, il n'y a pas un monopole, une association d'art-thérapeutes certifiés ou quoi. Et il y aurait vraiment ce lien santé mentale et art. C'est marrant parce que c'est vraiment le combat 2025, mais du coup, ça collerait bien. Mais à qui est-ce qu'il pourrait demander un financement pour, je sais pas pourquoi, enfin, est-ce qu'il y aurait moyen de moyenner un truc justement avec des financeurs ou c'est simplement s'adresser directement au musée et voir le budget qu'ils ont Ça dépend, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le public. Ouais. Donc, en fait, ça va dépendre de ça. Parce qu'en fait, le problème, et je le sais d'avance, c'est que la réponse aurait été « mais c'est pour tout le monde ». C'est pour tout le monde. Et l'objectif, ce serait toujours d'ouvrir à l'art et montrer ô combien ça peut faire du bien, tu vois, ou potentiellement, à Lille, il me semble qu'il y a visite plus atelier d'art-thérapie. Donc, il y a ce lien pour l'autre à travers la découverte du neuf, par exemple. Et du coup, eux, c'est des professionnels, on est d'accord, ils sont indépendants. Ouais. Ben, ça, du coup, ça va être soit, je réponds large, hein, parce que du coup, je ne sais pas trop. Si je te réponds large, je te dirais si c'est pour tout le monde. Dans ce cas-là, ce serait de se renseigner directement auprès de la commune, parce qu'il est possible que la commune finance, mais en passant du coup avec le musée, ou je ne sais pas, le musée, l'opéra, peu importe. Mais du coup, en passant du coup par cette structure-là. Parce que du coup, ils peuvent développer un projet et ensuite demander une aide auprès du coup de la ville. Et ça, c'est possible, parce que la ville, elle finance des actions culturelles. Du coup, il faut dealer directement avec la commune. Ouais. Ça marche. Il faut dealer avec la commune. Après, s'ils partent sur faire découvrir l'art ou autre avec des publics de quartier politique de la ville, là, par contre, ils peuvent s'accrocher à une maison de quartier et ensuite, du coup, faire des demandes de financement, par exemple la CAF.
Et ça, en vrai, je sais que, pas forcément vous, mais aussi pour le replay, ça peut paraître, enfin, je sais que moi, à une époque, ça me paraissait, je sais pas, je me disais que ça existait, que pour les petits chanceux qui tombent sur la bonne personne au bon moment. Mais c'est vrai que je l'ai quand même vu plusieurs fois avec l'expérience. Si tu arrives avec un projet qui correspond à une maison de quartier ou, à un centre, socio-culturel, bah, en fait, ils sont preneurs parce qu'eux, ils ont pas la créativité que nous, on peut avoir. Et donc ils peuvent pas inventer ce que nous, on connaît. Ouais. C'est en ça qu'il faut oser et vraiment oser, de toute façon, on n'a qu'une vie, hein, faut oser des trucs de fou, proposer des trucs de fou. Au pire, on se prend un non et puis c'est pas grave. Bah oui. Puis si ça intéresse pas l'un, ça intéressera peut-être l'autre. C'est En ça. soi, t'es pas à l'abri, hein. Et puis le non, ce sera aussi potentiellement pourquoi la personne. Faut aussi dire bah, pourquoi ça vous parle pas. Et peut-être qu'ils vont dire oh, mais nous, en fait, on voudrait que ce soit avec tel public. Et là, tu te dis bah attends, on peut peut-être moyenner. Donc aussi, pas s'arrêter à un non, peut-être poser des questions. En tout cas, avoir la dalle, en fait, finalement, pour porter vos projets là où ils sont censés arriver. Mhm. Est-ce que vous aviez des autres questions pour Harmonie ou Harmonie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bah écoute, non, je te remercie. Merci de m'avoir invitée ce soir, ça m'a fait plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venue. Je sais que ça va plaire et c'est un sujet très, très important, je pense, pour les thérapeutes et du coup, merci beaucoup d'être Et pas venue. de rien. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, demandez à Jeanne et elle me transférera et je retransférerai et pour que vous ayez les réponses à vos questions. Bon, dans la limite de Mhm. ce que je peux faire, bien sûr, hein, je ne m'engage pas à tout savoir. Peut-être que je ne sais pas et dans ce cas-là, je dirai je ne sais pas. Mais voilà, je vais essayer au maximum de vous aider si je le peux. Mhm. En tout cas, Merci. merci à toutes. Merci. Et Je vais merci. couper la caméra et après, on se laisse. Bonne Hop, soirée. ciao.